poursuivons cette série d'entretiens pour la 15e édition du Sommet des leaders de la finance, le rassemblement des DAF. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Sibnaler à côté de moi, qui, dans la famille des experts reconnus dans le restructuring et le turnaround, je demande Alix Partners et le partner MD en charge du turnaround et du restructuring à Paris. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Pas mal comme introduction. C'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur, mais partagé. Alors, on se voit aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de finance, on a parlé d'IA, de SG, de M&A, de géopolitique. Je l'ai dit, toi, ton expertise, c'est le restructuring, le turnaround. Et en préparant cette émission, on a un petit peu creusé dans les private assets. Donc là, on parle du monde du private equity, de ce qui est en train de se passer dans, finalement, la convergence de plusieurs facteurs. La top line, c'est compliqué. La bottom line, c'est compliqué. Or, les covenants existent. Quand on a un peu leveragé sa boîte ou sa participation, ils existent. Et donc, il faut trouver des solutions. On parle de restructuration financière, de marge de manœuvre. Et je crois que tu as aperçu quelques tendances. En fait, absolument. Ça concerne le marché, ça concerne aussi mon métier qui est en train d'évoluer. Je pense que dans 18 mois ou dans 24 mois, on ne travaillera plus de la même façon dans le monde des cabinets de restructuration en France. Il y a deux choses. D'abord, il y a un fait de marché et puis il y a une évolution légale. Mais parlons du fait de marché d'abord. C'est ce que tu évoques. Il y a beaucoup de sociétés financement privé, typiquement private equity, qui se sont financées en 2021 quand il y a eu, quand les leviers étaient très élevés. L'argent était facile, le levier était élevé, les entreprises value étaient élevées. Parfois refinancées en 2022, cette fois-ci avec des taux d'intérêt élevés, donc coûteux. Et puis elles arrivent en post-Covid en 24 ou en 25 avec une performance en matière d'EBITDA qui a tendance à baisser à cause du ralentissement économique. Et donc c'est des entreprises qui ne font pas face à des sujets de maturité de dette, mais à des sujets de liquidité. Donc une baisse des free cash flow, des leviers extrêmement importants. Et donc c'est des entreprises qui font face à des enjeux de remboursement des intérêts qui dépassent leur capacité en matière de liquidité. Alors même qu'un BP ambitieux de boîte sous LBO nécessite a priori un peu de cash flow quand même d'invest. Oui, exactement. Mais enfin, après, on ne peut pas aller contre la réalité du marché. Et donc, c'est des sociétés qui aujourd'hui font face à un sujet de liquidité. Ce sont des animaux qui pèsent, quand on observe le marché aujourd'hui, entre 1 et 3 ou 4 milliards d'euros. Donc, c'est déjà des belles entreprises. Jusqu'à présent, la restructuration, comme tu le sais, en France, était quand même très pro-débiteur, et ça attirait assez peu les financiers, les fonds de dette étrangers qui étaient un petit peu inquiets des incertitudes juridiques qui prévalent en France, qui prévalaient pour la restructuration financière. Je suis désolé, sur ce point, c'est important. Les gens qui nous rencontrent, qui nous écoutent, n'ont pas tous l'habitude d'évoluer dans le restructuring. Jusqu'à la directive européenne, on avait un juge qui prenait des décisions sur la base de 3 piliers dans l'ordre prioritaire. 1, l'intérêt de la boîte et la poursuite de l'activité. 2, les salariés et l'emploi. 3, les créanciers. Ça a changé. Alors là, je parle de tout ce qui se passe en amont, si tu veux. Là, on est sur un process qui n'est pas judiciarisé. L'amiable. Un amiable. Donc, c'est en fait une disposition nouvelle qui est apparue avec la loi sur les classes de parties affectées, dont on commence à voir bien l'intérêt aujourd'hui, qui permet un cram-down, donc imposer à des créanciers qui seraient un petit peu dissidents un schéma de restructuration financière qui est agréé au plus grand nombre. Ce qui fait que ça limite considérablement l'incertitude juridique. Et alors, de fait, ça attire des spécialistes de la dette, que sont les fonds de dette anglo-saxons, qu'on voit aujourd'hui très nombreux sur ces situations de financement privé avec des sponsors qui sont des fonds de private equity. Qui ne sont pas des opportunistes de la dernière heure, qui existent depuis 40-50 ans. Qui sont là pour faire leur métier. Et on est allé les chercher parce qu'on avait besoin de dette. Structures sérieuses qui rentrent par la dette. Absolument, absolument. Et alors, en plus, aujourd'hui, si tu veux, il y a une opportunité pour eux qui est assez particulière, qui est que non seulement ce sont des sociétés dont on parle qui ont un problème de liquidité, mais en plus, on enregistre aujourd'hui une certaine baisse des leviers. Ce qui fait que quand ils doivent se refinancer, on observe que l'equity se retrouve très souvent en dehors de la monnaie. Ça veut dire que les créanciers, les fonds de dette qu'on évoque là en ce moment, ont la possibilité, à la faveur d'un swap debt to equity, de prendre les clés de l'entreprise. Donc toutes ces situations qu'on observe aujourd'hui, qui vont
je pense, se révéler dans les 16, et il y en a déjà aujourd'hui qui sont matures, entre 6 et les 18 prochains mois, vont permettre à des hedge funds ou à des fonds de dette anglo-saxons de pénétrer le marché français, de prendre les clés d'une entreprise, soit debt ou equity, de la restructurer puis de se retirer. Alors pour nous, évidemment, ça change considérablement notre métier. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, chez AlixPartners, on peut aider ces créanciers, et dans un esprit consensuel d'ailleurs avec l'entreprise et avec le sponsor, pour construire le plan de restructuration, crédibiliser ce plan, construire le business plan, gérer le cash, tout ça dans la période transitoire de la négociation, conciliation, accelerated safeguard. Et puis après, évidemment, ces fonds de dette n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, ils ne sont pas opérateurs industriels, ils n'ont pas de CEO, etc. Donc on a vocation à intervenir en CRO, plus une team de consultants. Parce que le debt to equity swap, la dernière ère, c'est 11, 12, 13. 2011, 2012, 2013, 2010 même déjà. On en parlait beaucoup à l'époque. Je me souviens, j'étais jeune journaliste et je t'avais écouté en parler. Là, donc on est vraiment sur le debt to equity swap qui revient. Juste parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément tous les jours non plus l'occasion de parler d'edge. Donc l'edge, l'intérêt stratégique d'un edge, c'est de rentrer par sa porte d'entrée qui consiste à la dette, de cleaner, de nettoyer une situation financière, de mettre de la new money quand même, parce qu'on n'est pas là pour casser l'actif, on est là pour le revendre derrière, tout comme un fonds d'investissement classique. Et donc, au regard, à la faveur d'un dispositif réglementaire qui clarifie, qui baisse les incertitudes, permet au hedge de revenir en force en 2025, et du coup, comme tu le disais, 6-18 prochains mois, il y a combien, tu estimes, à combien de situations possibles? Moi, je pense qu'aujourd'hui, des situations très visibles avec des entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y en a une grosse douzaine. Et après, on va voir qu'il y a des cas d'entreprises qui font 200 ou 300 millions de chiffre d'affaires. Je pense qu'il y en aura pas mal dans les portefeuilles aussi. C'est sûr que le millésime viticole 21, on s'en souviendra peut-être plus que de celui du PE, parce que c'était le haut de la courbe. Exactement. Le haut de la courbe sur l'investissement, et ensuite hausse des taux d'intérêt, et ensuite baisse de la performance économique, et puis baisse des leviers maintenant. Et sinon, côté operations, parce qu'aujourd'hui, tu vas sur un panel, donc on a parlé restructuration financière, tu vas parler de fix and close, donc qui est vraiment une offre à part entière dans ton métier, qui consiste à mettre au carré les choses avec le temps nécessaire pour le faire, avant de pouvoir éventuellement céder ou relever de l'argent ou se préparer pour une mise en marché. En fait, on est là sur un contexte complètement différent. Il n'y a pas de sujet financier. On parle de business unit, de périmètre à l'intérieur de grands groupes. On parle même d'usines. Donc, il y a un groupe qui fait les fins de mois, il n'y a pas de sujet de restructuration financière. Par contre, ça perd de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à investir dedans? Ou bien est-ce qu'on se sépare de ce périmètre, ou bien est-ce qu'on le ferme? Et si on le ferme, c'est solvent ou insolvent. Donc il y a toute une combinatoire. D'abord, il faut décider. Ensuite, il y a une timeline compliquée avec plan A, plan B, plan C, contingency plan. Qu'est-ce qu'on fait si la vente ne se passe pas bien, s'il n'y a pas de clients, etc. Donc, paf, il faut pouvoir changer. Il faut être assez habile pour changer de cap. Et tout ça sous la contrainte très forte du calendrier social, parce qu'il faut faire ça, évidemment, en respectant tous les infomémos et tout ça. Oui, et puis la nécessité d'information et de consultation auprès des OSP, des ERP, des organismes de représentation du personnel et tout ça. Donc, c'est des processus qui sont très complexes, qui mobilisent à la fois des compétences opérationnelles, financières, cash, sociales, procédures collectives, distress M&A, qui durent entre, je dirais, 9 et 18 mois, et qui permettent à un grand groupe, à la faveur des revues de portefeuille qu'ils font régulièrement, de se séparer de périmètres qu'ils considèrent comme étant sous-performants. Allez, dernière question, parce que tu nous as longtemps parlé des boîtes 1 milliard, 4 milliards, on va dire des Belges ETI. Là, tu nous parles des grands groupes. Est-ce que le carnet de commande de votre côté, c'est pas pour avoir une mauvaise curiosité ou une curiosité déplacée, mais le carnet de commande sur le fix and close, comprendre là-dedans la situation des grands groupes qui cherchent des solutions par rapport à des BU. Le carnet de commande chez vous est important, c'est booming, ou au contraire, vous vous concentrez plus sur de la restructuration financière? Non, c'est toujours booming. C'est une activité, je dirais, qui est extrêmement régulière chez nous. Cette année, l'an dernier, on a dû faire 4 ou 5 opérations. Cette année, il y en a 3 qui sont en cours. Donc, oui, et qui prennent un certain temps à mettre en œuvre. Et les restructurations financières que j'évoquais, ça va être on the top. Et c'est intéressant parce que ça permet de déployer d'autres compétences, telles que, par exemple, l'interim management.
Il se trouve que chez Alix Partners, on a racheté il y a 2 ans une société qui s'appelle THM, qui est spécialisée en intérim management, avec des cas de très haut niveau, qui sont d'anciens CEO, etc. Donc quand on les accompagne avec une équipe de consultants, ça Et fait... qui prennent le mandat quelque chose. social aussi ou plutôt intérim management? Ça dépend des contextes. Tu hein. peux tu peux proposer quelqu'un qui prend le mandat. Exactement, ça dépend des contextes. hein. Alors, en France, on regarde ça avec beaucoup d'attention. hein. Il y a des pays, c'est plus facile que d'autres. Ça dépend des enjeux. Voilà. Merci infiniment Olivier Je t'en Sibner prie, Mathieu. d'avoir pris ces quelques minutes. Ouais. Je sais que tu cours C'est un plaisir. sur un dossier après. On était à la 15e édition du Sommet des leaders de la finance avec Olivier Sibner, partner et MD au sein d'Alix Partners. A tout de suite sur Bismart pour la suite.